Parallèlement à mes comportements renfrognés, je me découvrais d'insoupçonnables aptitudes, positives celles-là. Je n'étais pas un délinquant, comme aimaient à me le répéter les officiers. Une tête brûlée, peut-être, mais je n'étais pas mauvais. Nous sommes en direct des studios Carthago Film. On en profite d'ailleurs pour remercier Tarek Ben Ammar. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a une raison précise. C'est le lieu où a été tournée l'adaptation de votre roman Ce que le jour doit à la nuit. Quand on est un auteur et qu'on voit son livre mis à l'image, on ressent quoi exactement? D'abord, on ressent de l'appréhension. On se demande si le film va nous convaincre, si le film va plus ou moins reconstituer tout ce qu'on a écrit dans un texte. Et puis, par la suite, on découvre un autre univers et on comprend que l'adaptation passe par les filtres d'un réalisateur de cinéma ou d'un metteur en scène de théâtre et que lui aussi c'est un artiste, il a le droit de se projeter à travers une œuvre et de se l'approprier. Moi, j'ai trouvé que le travail d'Alexandre Arcadi a respecté l'essentiel, même s'il a pris des raccourcis assez judicieux d'ailleurs. Mais c'est pas grave, le film a touché beaucoup de gens. Il a été téléchargé d'après lui 5 millions de fois. En Algérie, ça a été un grand succès. Voilà, et le plus important, c'est de faire plaisir aux gens. Aux gens, justement, tout à l'heure, vous me disiez que votre lectorat était principalement féminin et vous n'avez pas tari d'éloges pour les femmes. Écoute, ce ne sont pas des éloges, c'est tout simplement une reconnaissance. C'est un constat. Ce sont les femmes qui lisent le plus, que ce soit en France ou en Amérique ou en Afrique, parce que tout simplement, la femme a toujours essayé de comprendre le monde dans le concret. Et la fiction, c'est une manière, c'est un support, c'est une façon esthétique de raconter le concret. Mais les hommes, ils préfèrent, ils sont un peu pédants, ils sont plus intelligents que les femmes, donc ils ont besoin de lire des livres un peu inexplicables. Ils n'en comprennent pas beaucoup, ils comprennent peut-être 10 ou 20%. Et c'est tout, c'est une manière de. Voilà, ils préfèrent laisser. La femme préfère la fiction, le roman, parce qu'elle veut vivre, parce elle veut consolider ses sentiments, sa sensibilité, et elle veut surtout comprendre l'autre. Vous avez donc écrit sous anonymat pendant de nombreuses années. Euh, Est-ce qu'on s'approprie l'identité, est-ce qu'on s'approprie son nom de plume? Les gens vous appellent Yasmina Khadra. Est-ce qu'on vous vole pas un peu votre identité quelque part? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a un pseudonyme? Non, moi je pense que la vraie identité d'un écrivain, c'est son texte. Ce n'est ni la couverture, ni l'éditeur, ni le nom sur la couverture. C'est son texte, ce que le lecteur découvre. Et moi, je me délie dans mon texte. Je suis dans mon élément. L'exil véritable d'un écrivain, c'est son texte. Donc je fais abstraction du monde qui m'entoure, je m'installe dans ma fiction et je convoque à partir de la fiction la réalité du monde. Vous avez quel procédé d'écriture? Vous écrivez plutôt le matin, plutôt le soir? Vous écrivez avec du café, avec de la musique, avec... Non, je n'ai pas un rituel malheureusement. Moi, j'envie beaucoup les écrivains qui sont très disciplinés, par exemple qui se lèvent à 5 heures du matin, ils écrivent 2 heures. Non, moi je suis là, je suis dans ma tête en train de construire mon roman et quand tout est bien fini dans ma tête, je commence l'écriture. Le problème que j'ai, c'est surtout la langue. Ce n'est pas l'imaginaire. Je peux vous imaginer un roman en l'espace de quelques heures, mais pour l'écrire, il faut convoquer une langue que je n'ai pas étudiée. La langue française, moi, je l'aime, c'est tout. C'est un rapport affectif à cette langue. Donc, il faut que je la réinvente. Les aphorismes, les adages, les formules sont de moi. Donc, il faut que je les invente. Et c'est tout le travail est là. C'est le travail de la conquête d'une langue. Même si je ne vois pas dans cette agression une forme de colonisation, mais juste une espèce de récupération, de cohabitation avec une langue. Alors j'essaie de cohabiter dans mon texte à travers la langue française. L'imaginaire, il a quel pouvoir dans notre vie quotidienne? Ça dépend, ça dépend. Quelquefois, ça nous permet de sortir un peu de notre bulle, de voir le monde de l'extérieur, de ne pas subir, tout simplement les agressions de l'adversité, de nous réinventer quelque part. Et c'est pour ça que le livre est absolument nécessaire. Celui qui ne lit pas, c'est quelqu'un qui vit à côté de lui-même. Parmi tous les livres que vous avez écrits, j'aimerais bien savoir s'il y a un personnage que vous avez créé auquel vous êtes particulièrement attaché, qui vous a marqué. Ouais, le personnage qui me marque et qui me passionne toujours, c'est Tourambeau, dans Les anges meurent de nos blessures.
mais j'ai la chance d'avoir créé des personnages qui sont devenus universels. Voilà, comme Zuneira dans Les Hirondelles de Kaboul, Younes dans Ce que le jour doit à la nuit, il y en a dans Fuego, dans Dieu n'habite pas la Havane. Et je crois que ce n'est pas l'écrivain qui porte le roman, c'est le personnage. Si le personnage est crédible, si il arrive à convaincre le lecteur, ben, le récit suit avec une facilité presque merveilleuse. Pour votre dernier livre, d'ailleurs, c'est la raison de votre présence ici. Non, ma raison de présence en Tunisie, c'est la rencontre avec les Tunisiens. Ça fait 10 ans que je ne suis pas revenu dans ce pays magnifique et je constate après la Révolution que c'est un pays qui s'éveille lui-même. Bien sûr, il faut accepter le chahut d'aujourd'hui. Il y a des cacophonies partout, il y a des litiges, des reliquats, mais pour moi, je vois ça comme une période d'incubation. Le mal que les Tunisiens sont en train de conjurer, bien sûr, va essayer par tout le monde de s'accrocher à certaines fibres, mais les Tunisiens, je suis absolument certain, et ce ne sont pas des fleurs, moi je ne suis pas un fleuriste. Je suis quelqu'un qui je suis même quelquefois très brutal avec nos gouvernants, mais je vois que les Tunisiens sont capables de nous émerveiller. Je suis absolument convaincu. Vous vous mettez dans la peau de votre personnage principal pour écrire. Votre personnage principal, c'est un terroriste. Oui, on parle de Khalil. On parle de Oui. Khalil, effectivement. C'est un peu un procédé de cinéma. Ça, c'est important pour vous de vous mettre à la place. Ce n'est pas un procédé de cinéma, c'est un risque. C'est un risque parce que au début, on se demande est-ce que le lecteur occidental, par exemple, aimerait avoir comme interlocuteur un kamikaze. D'accord? Donc j'ai pris ce risque parce que je crois dans l'intelligence du lecteur. Et je crois dans ceux qui me lisent. Ils savent que je n'écris pas n'importe quoi et je ne vais pas m'amuser à faire n'importe quoi non plus. Donc j'ai pris ce risque qui était calculé et le fait de raconter le kamikaze à la première personne, c'est-à-dire en utilisant le jeu, c'est pour que la proximité soit immédiate avec le lecteur. Et ce lecteur qui est complètement brutalisé, déstabilisé par la désinformation, par certains philosophes, certains intellectuels, certains géopolitiques qui font croire que l'ennemi du monde c'est l'islam, que les musulmans sont des monstres, alors que nous sommes une communauté comme les autres. Nous, on n'est ni pire ni meilleur que les autres. Donc, moi, j'ai voulu, à travers ce livre, remettre les choses à leur place. On ne parle pas de l'islam, on ne parle pas de Mahomet, Mohamed, on ne parle pas du Coran. On parle du terroriste. Et ce terroriste, il est aussi l'enfant de notre société chez nous et l'enfant de votre société chez vous. Donc voilà, si vous voulez régler ce problème, il faut voir le problème en face et non pas lui chercher des dérivés plus dangereux. Et je trouve que ce mouvement intellectuel, et je le dis partout où je vais, c'est une menace beaucoup plus dangereuse que le djihadisme lui-même. Le courant intellectuel qui est très soutenu par des réseaux, par des lobbies, par des médias et tout. Et je ne sais pas ce qu'ils veulent véritablement. Plutôt, j'hésite à croire que ces gens-là veulent la guerre dans toutes les nations. Quand on dit que c'est les musulmans, il y a beaucoup de musulmans en France, beaucoup de musulmans en Belgique, un peu partout. Et est-ce qu'on va commencer à les lyncher? Et ces gens-là croient que ça va être comme la Deuxième Guerre mondiale. Ça va être pire. Et pour l'exemple, la guerre en Afghanistan a commencé dans les années 70, 1970. On est en 2018 et cette guerre n'a pas pris une seule ride. Donc ce qu'il faut se battre pour que la paix soit un idéal commun. Il faut se battre pour que les familles protègent leurs enfants en empêchant ces courants, qu'ils soient djihadistes ou nationalistes ou racistes ou xénophobes ou antisémites. Il faut empêcher ces mouvements de nous détruire, de gâcher notre quiétude. C'est mon combat à moi. Je vais vous citer encore dans Les Hirondelles de Kaboul. Alors nous, on est une radio, comme je vous l'ai dit. La musique est le véritable souffle de la vie. On mange pour ne pas mourir de faim. On chante pour s'entendre vivre. Ouais. J'ai même écrit dans Fuego que la musique est le seul talent que Dieu envie aux hommes. La musique, c'est une merveille. C'est une générosité absolue. Moi, si je n'écoutais pas la musique, je n'écoutais que mes propres frustrations. Et c'est une thérapie gratuite, permanente, qu'on peut utiliser n'importe quel moment. Moi, quand j'ai écrit Ce que le jour doit à la nuit, en écoutant la musique algérienne des années 50, qu'elle soit juive ou andalouse, voilà, et quand j'ai écrit Don Fuego, j'ai écouté la rumba.
tout le temps, et l'Afrique aussi. Donc moi, je puise dans la musique une énergie insoupçonnable. Et ça me détend, ça me détend. J'écoute toutes les musiques. Voilà, quand j'ai écrit les Hirondelles de Kaboul, j'étais bercé par la musique hindoue. Voilà, c'est merveilleux. Il faut savoir aimer tout ce qui nous émerveille. Il faut dire aux gens, allez au cinéma, allez au théâtre, écoutez la musique, lisez des livres. C'est de cette façon que vous vivez pleinement votre vie. Ne vous empêchez, ne vous interdisez rien. Parce que c'est une mutilation inutile qui va se retourner contre vous. Elle va faire de vous des fous. Et vous vous surprenez en train de faire du mal aux autres.